La COP21, pour l'instant, c'est un succès diplomatique, oui, mais pas franchement climatique pour l'instant. Donald Trump aux États-Unis veut peut-être le remettre en cause, même s'il y a des débats au sein même de son administration, voire de sa famille. Mais qu'est-ce que vous direz à Donald Trump si vous êtes élu président, quand vous le rencontrerez? Je crois que la première occasion pourrait être un sommet de l'OTAN à Bruxelles, 25 et 26 mai, puis au G7 en Italie, juste après. Là-dessus, vous J'en direz ferai quoi? l'un des 3 sujets principaux de discussion. Nous avons à parler de notre sécurité collective, du climat et des sujets économiques. Sur ce sujet, je pense que son intérêt, sa responsabilité et ce que veut la société civile, comme d'ailleurs le monde économique américain, c'est de décliner les engagements de la COP21. Et donc je ferai tout pour qu'il y reste. S'il décidait de sortir de cette voie, il prendrait une responsabilité majeure à l'égard, évidemment, de la planète et de son peuple. Je m'appuierai très fortement sur la Chine. Je pense que ce qui s'est passé durant la dernière année, qu'on a moins regardé parce qu'on était tourné vers nous-mêmes, c'est qu'il y a eu une transformation de la conscience mondiale de la Chine. Et l'actuel président, qu'on pouvait croire sceptique au début sur les sujets climatiques, qu'il était dans ses premières prises de parole, a totalement intégré dans la mutation du modèle chinois, ses engagements, la chose. Et ça fait partie de ce qui constitue sa conscience planétaire. Et donc, il faudra travailler avec la Chine. Et je pense que si ce duopole se constitue, c'est-à-dire France, Europe et Chine, on fera bouger les États-Unis. Est-ce qu'on peut essayer, puisqu'on est passé au monde, et c'est très vaste, mais on a quelques questions précises sur les questions internationales, et est-ce qu'on peut faire en réponse rapide? Vous parliez, tout en gardant le sens de la complexité, vous parliez sécurité. L'armée française est engagée sur plusieurs fronts hors de nos frontières, notamment depuis cette présidence. De fait, ce que nous documentons, c'est que ça se dégrade et que les groupes terroristes ne font que progresser ou se renforcer. Quelle est la doctrine Macron en la matière? Plus de moyens, plus d'interventions militaires, ou on se pose, ou on réfléchit? Je ne lierai pas les deux. Il y a une trajectoire militaire qui est contrainte sur laquelle j'ai pris des engagements sur le plan budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a les équipements, il y a la modernisation de l'armée. On a aujourd'hui la 2e armée du monde et il faut garder cette situation pour notre protection. Il y aura peut-être, parce qu'il y a un impondérable, des interventions. Et il y a la force de dissuasion nucléaire que je souhaite maintenir parce que je pense que c'est un élément de notre crédibilité militaire et diplomatique et qui supposera dans le quinquennat des investissements. Par contre, sur la doctrine d'emploi, mon désaccord avec les 10 dernières années, je crois qu'on a un peu cédé à la tendance néo-conservatrice et des interventions parfois malheureuses. Je pense à la Libye, mais pas que. Je souhaite revenir à une filiation française que je qualifierais plutôt de gaulo-mitterrandienne ou chiracienne. C'est-à-dire l'intervention armée, elle a du sens quand elle s'inscrit dans une feuille de route diplomatique. Là où il y a du risque et ces points de déséquilibre, notre pire ennemi, après les djihadistes et les terroristes islamistes, ce sont les États faillis. Et donc, je ferai tout pour qu'on maintienne la stabilité des États. Je pense au sujet syrien, mais aussi à plusieurs autres. Ça veut dire que vous êtes sur les positions de Dominique de Villepin sur ce sujet-là, qui a appelé à voter pour vous? Totalement. Il aura une place dans votre dispositif? Je ne réponds pas à ces questions, mais vous avez raison en tout cas de souligner cette proximité intellectuelle, conceptuelle que j'assume totalement. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut montrer la complexité de l'univers Macron? C'est qu'en même temps, vous avez dans votre équipe de compagne Gérard Araud, l'actuel ambassadeur de France aux États-Unis, qui est tout à fait le contraire de Dominique de Villepin. Son surnom au Quai d'Orsay, c'est le chef de la secte, c'est-à-dire c'est le symbole des néoconservateurs au cœur de la diplomatie française. Exactement ceux que vous venez de critiquer. Mais je suis comme vous, un homme de débat qui aime la complexité, mais je n'ai qu'une position. Et c'est important d'avoir des gens qui ne pensent pas comme soi. Bon, mais s'ils sont au cœur du dispositif, vous voyez bien que ça a eu des incidences. Si vous voulez en déduire des nominations ou des projections de nominations, je ne vous y inciterai pas. Gérard Araud est un grand diplomate français. Je ne partage pas ses positions sur certains points, mais je l'écoute toujours. Parce qu'il a une très bonne connaissance, évidemment, non seulement du système onusien, mais du système américain, mais de la même façon que je parle à François Delattre, qui n'a pas du tout les mêmes positions, et que j'écoute beaucoup.
Ma position, ma conviction profonde, c'est celle que j'ai exprimée. Ça n'est pas celle d'un tel ou d'un tel parce qu'il a pu m'éclairer ou participer à des travaux. Voilà. Votre réponse clarifie. Pourquoi êtes-vous, d'après ce qu'on a compris, contre la reconnaissance unilatérale de la Palestine? La Palestine est au cœur, vous savez, d'une sorte de, comme l'a dit Edgar Morin, presque d'un cancer qui est au cœur de la région. La Suède, symbole du libéralisme politique sur notre continent, l'a reconnu. Les BRICS, qui sont au cœur de ce que vous rappeliez sur le climat, l'alliance avec la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud l'ont reconnu. Pourquoi avez-vous cette position de retrait sur cette question? Parce que j'ai une position pragmatique. Quel est le problème aujourd'hui? On a plutôt un dirigeant palestinien qui est plus modéré, qui a pris ses responsabilités. Et on a un durcissement de la position israélienne, avec des vrais sujets d'insécurité. Moi, je respecte la démocratie israélienne. J'ai exprimé mes désaccords à plusieurs moments sur le non-respect des accords d'Oslo. Aller prendre une position nationale pour favoriser, enfin en tout cas pour dire je reconnais de manière unilatérale la Palestine, est-ce que ça sert l'avancée du débat sur place? C'est totalement contre-productif. Ça fait que le jour d'après, je ne parle plus une seule seconde avec Israël. Ou bien ça veut dire le principe d'égalité quand même? Non, je le Deux porte, États, je l'ai toujours. droits. Ah, mais c'est très différent. Je défends ce principe. Ministre, je suis allé en Israël, j'ai été m'exprimer devant le CRIF, j'ai défendu la théorie des deux États, l'engagement français pour les deux États, la condamnation de la colonisation, etc. Je le fais constamment. Mais une autre chose est d'aller reconnaître unilatéralement la Palestine, qui, dans le temps que nous vivons, est un point de déséquilibre qui fait que vous perdez toute relation avec l'État d'Israël. J'assume là aussi une filiation avec l'histoire française qui n'est jamais tombée d'un côté de l'autre. Reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui de manière unilatérale dans le contexte, c'est faire le choix d'un camp. Et c'est complètement se couper avec l'autre. La force de la diplomatie française, c'est d'avoir toujours tenu ce point d'équilibre qui fait qu'on est l'un des rares partenaires qui parlent aux deux. Je veux préserver cela parce que si on veut être utile à l'humanité, à la région et à celles et ceux qui y vivent, c'est la capacité à parler aux deux qui nous rend efficaces. Pas d'aller s'amuser, nous, à reconnaître unilatéralement ce qui changera la vie de personne sur le terrain, y compris d'ailleurs des Palestiniens. Est-ce que ce pragmatisme diplomatique s'étend au cas de la Russie? Vous êtes le seul candidat à ne pas vous être prononcé pendant la campagne sur le maintien ou non des sanctions économiques européennes. Je me suis prononcé sur le maintien du processus de Minsk, qu'il faut suivre dans son évolution. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous êtes pour ou contre le maintien des sanctions? Mais je suis pour le maintien des sanctions tant que le processus n'est pas respecté et l'évaluation de ce processus au plus vite possible. Je ne veux pas qu'on bloque le sujet avec une espèce en quelque sorte, de situation de stérilisation où les deux parties ne respectent pas le processus. Or, la vraie difficulté du processus de Minsk, c'est que l'Ukraine elle-même est en train de dévier. Et donc, ce sujet est éminemment complexe. Vous me reconnaîtrez une faible complaisance à l'égard de la Russie. Un pragmatisme pour dire on doit parler à la Russie sur le sujet syrien parce qu'ils sont là, ils sont autour de la table, et le problème c'est même qu'ils sont autour de la table sans nous, quand on regarde Astana. Donc, évidemment qu'il faut parler avec la Russie, évidemment que nous avons une histoire commune, et que je distingue le peuple russe de son dirigeant, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs que Vladimir Poutine, et en l'espèce, quand il enfreint le droit international, il y a un processus mis en place, il faut le respecter. Est-ce que vous reprendriez la même formule à propos de Donald Trump? Nous n'avons pas les mêmes valeurs que le président américain, mais je respecte le peuple américain. Non, je distinguerai les choses. D'abord parce que je ne suis pas persuadé d'être au clair sur les valeurs de Donald Trump. Lui non plus, qu'il ne le serait pas lui-même. Je vous laisse l'apprécier. Et parce que je pense que la démocratie américaine n'a pas changé de nature avec l'arrivée de Donald Trump. Il y a des décisions qui sont inexpliquées ou inattendues. Mais il y a une démocratie très forte, avec des leviers, des contre-pouvoirs. Et je pense quelqu'un qui est en train d'affiner, en tout cas je l'espère, sa vision des choses. Donc pour moi, c'est deux cas très distincts. Dernière question, pendant que Karine Fouto s'installe pour le dernier moment, dernière question internationale. Vous avez reçu le soutien très clair de Yanis Varoufakis, qui a même dit que dans la crise grecque, ce serait mieux passé avec vous qu'avec Michel Sapin. La Grèce, comme vous savez, subit toutes les crises, les cures d'austérité, et sans que son économie redémarre, ou que sa dette diminue. Est-ce que vous êtes pour, tout simplement, et c'est un débat très alimenté par beaucoup d'économistes,
pour ou contre un effacement partiel, total, je ne sais pas, de la dette grecque? Et si oui, à quelle hauteur? Je suis pour le principe Vous êtes pour le principe? d'une restructuration de la dette grecque, concertée et en maintenant la Grèce dans la zone euro. Voilà. Pourquoi? Parce que le système est aujourd'hui intenable. Alors il faut mettre les roues, les sécurités et trouver un accord collectif. Mais nous savons de toute façon tous qu'il faudra en venir là. Et c'est la grande difficulté. Moi j'ai souvent dit qu'en Europe, c'était une guerre de religion qui se jouait entre les catholiques et les luthériens et calvinistes. Parce que quand des États dits sérieux, ce sont des gens qui disent « vous avez péché, vous devrez payer jusqu'à la fin des temps ». Ce sont les dirigeants grecs qui ont failli. Mais le peuple grec, on lui a menti. C'est ça la réalité. Or, c'est lui qui paye. Or, c'est lui qui paye. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de retrouver une économie, une société stable dans l'euro avec le niveau de dette actuel. Donc il faut évidemment des réformes, il faut améliorer les choses, il faut renforcer un État grec. La vraie difficulté est là en Grèce, on le sait bien. Je ne suis pas favorable, tant qu'on n'a pas été plus loin dans l'intégration, à sortir quelque État que ce soit de la zone euro. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce serait détricoter la zone euro. Et donc, je suis favorable à restructurer la dette grecque. Je l'ai été d'ailleurs, je dois être honnête, dès l'été 2015. Je m'étais exprimé assez clairement en tant que ministre en la matière. Et simplement, une chose est de l'être, une autre est d'obtenir la décision collective. Il faudra mener ce combat. Vous allez le mener auprès d'Angela Merkel et des autres dirigeants européens? Je le mènerai parce que je pense qu'il est inéluctable et qu'il nous redonnerait de la crédibilité collective. Mediapart.